Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires 33 minutes pour la planète, réalisée aujourd'hui au centre de télétravail Le 30 à Massy en Essonne par l'équipe du Zéro Water à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre qui aura lieu le 22 avril 2019. Alors, la Journée mondiale de la Terre est un événement qui a été initié par Gaylor Nelson il y a bientôt 50 ans, ce sera le cinquantenaire l'année prochaine, aux États-Unis. Et ce sénateur américain a incité des étudiants à monter des projets pour la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, cet événement est célébré dans 184 pays dans le monde, concerne un demi-milliard de personnes, et ce qui en fait l'événement le plus populaire au monde pour cette thématique. Alors, l'équipe du Zéro Water, nous travaillons sur la maîtrise des énergies et fluides et nous allons traiter aujourd'hui de ce sujet. Alors, quelques chiffres pour commencer, pour situer. Nous avons aujourd'hui dans le monde près d'1 milliard d'individus qui n'ont pas accès du tout à l'électricité. Alors, même si ce chiffre est en baisse grâce aux progrès qui sont réalisés dans un certain nombre de pays concernés, ça en fait quand même un nombre important. Il y a 2 milliards 700 millions d'individus qui doivent utiliser des énergies impropres pour cuisiner. Alors, quand on dit impropre, c'est par exemple du charbon, c'est de la biomasse, c'est-à-dire des déchets, ou du kérosène que l'on fait brûler simplement pour cuisiner et produire de l'électricité. Face à ça, nous avons une production mondiale d'énergie dans le monde qui continue de progresser. Nous en sommes aujourd'hui à une production de 13 milliards de tonnes équivalent pétrole chaque année. Alors, pour rappel, la tonne équivalent pétrole, c'est une unité de mesure de l'énergie qui correspond en fait à la chaleur, à l'énergie calorifique, donc la chaleur dégagée si l'on brûle une tonne de pétrole. Et donc, on compare ça à l'équivalent. Si on brûle une tonne, enfin si on brûle du bois et qu'on obtient la même quantité de chaleur ou du charbon ou toute autre source d'énergie. Voilà, pour situer et expliquer ce chiffre de 13 milliards de tonnes équivalent pétrole produites chaque année dans le monde, sachant que nous sommes à peu près 7 milliards d'individus, ça fait une moyenne annuelle de 2 tonnes équivalent pétrole pour chaque individu par an. Ce qui est remarquable, enfin si je peux dire, hein, c'est qu'un tiers de cette énergie produite est perdue entre le centre de production et le lieu de consommation. Donc on va voir tout de suite ce réseau de distribution. On part du centre de production. Alors on a pris ici le cas de l'électricité, je vais faire l'analogie avec le pétrole. Évidemment, l'électricité, c'est une ressource, une énergie essentiellement non stockable, qui est une de ses grandes caractéristiques, même si là aussi on fait quelques progrès dans le domaine par rapport à du pétrole ou du gaz qu'on peut stocker dans des dépôts. Alors, le point de production, d'abord pour commencer, on produit de l'électricité, soit à partir de ressources non renouvelables, classiquement, donc je reviens sur le charbon, le pétrole, l'uranium par exemple, ou de sources qui sont, elles, renouvelables, comme l'air et l'eau, ou le soleil avec le photovoltaïque. Donc, ces centres de production sont là où l'énergie peut être, l'électricité peut être facilement produite et donc souvent éloignée du lieu de consommation. Donc, il va falloir le transporter. Donc, le transport, c'est ce qui va nous permettre pour l'électricité, grâce à les lignes à haute tension, d'amener l'électricité jusqu'à une collectivité, une commune, un territoire sur lequel l'électricité va pouvoir être consommée. Elle arrive à très haute tension, hein, et donc elle ne peut pas être utilisée comme telle, et donc on va la transformer. Ça, c'est l'étape de distribution. On va la transformer en moyenne tension et puis basse tension quand on va arriver
par exemple, dans nos logements. Et pour terminer, eh bien, il y a la dernière étape, c'est la fourniture. C'est vraiment ce qui va arriver, par exemple, dans un logement, dans une entreprise, une usine, une ferme, et qui va être consommé à partir du compteur d'électricité qui a été posé. Si je reprends la comparaison avec le pétrole, ben, on a produit, en fait, on a livré du pétrole brut, donc des barils dans des raffineries. On a raffiné, on en a fait du carburant. Le transport, ce n'est pas des lignes à haute tension, ce sont des tuyaux, donc ce qu'on appelle des pipelines, qui vont les amener jusqu'à un dépôt pétrolier. Le dépôt pétrolier, de là, on va distribuer, donc on va amener des camions citernes qu'on va remplir de fuel, de diesel, de sans-plomb, et qu'on va distribuer localement, donc par exemple dans une station-service ou voilà, une maison ou un immeuble qui est chauffé au fioul, et de là, il va être consommé. Voilà, donc ça c'est le schéma entre la production, le transport, la distribution et la fourniture, la consommation de l'énergie. Bien sûr, cet exercice a une contrainte essentielle, c'est ce qu'on appelle l'équilibre entre l'amont et l'aval. Alors qu'est-ce que c'est l'équilibre amont-aval? Ben, c'est le fait que l'on va pouvoir produire l'énergie correspondant à la demande des consommateurs de cette énergie. Que ce soit de l'électricité, donc des moyens de production doivent être mis en œuvre, par exemple en France, de l'énergie essentiellement nucléaire, hydraulique, et il va être complété par des moyens supplémentaires, souvent les moins propres, on va dire, par exemple centrales thermiques, fuel, lourd, charbon, pour être consommé par les consommateurs. Bon, cet exercice, il a une limite, parce qu'on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours les lieux et la capacité de production. Si on prend en France en particulier la Bretagne et la région PACA, ce sont deux régions qui ont des difficultés justement d'équilibre amont-aval. Et ce que l'on doit faire dans ce cas-là, pour l'équilibrer, si je ne peux pas produire en fonction de la demande, je vais devoir délester. Qu'est-ce que c'est que le délestage? En fait, il s'agit de moyens de ne plus alimenter en électricité un site, un territoire, parce qu'on n'en a plus la production. Et dans ce cas-là, on va délester, c'est-à-dire on va couper, vous n'avez plus d'électricité si la demande est supérieure à ce qu'on est capable de produire. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effacement, quand on a la capacité de le prévoir, et puis le délestage, quand on n'a plus d'autres moyens, on coupe l'électricité, et puis voilà, il n'y a plus de distribution localement pour les consommateurs. Ça, c'est le cas où on subit la situation, mais heureusement, nous avons des moyens d'anticiper et de programmer ces délestages. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle les heures creuses. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de programmer la mise en route d'un certain nombre d'usages quotidiens à l'heure à laquelle, en particulier les usines, les entreprises, ont la plus faible demande d'électricité. Donc la journée, l'usine tourne à fond, elle consomme au maximum. Le soir, on arrête ou on réduit sa production, donc sa demande. Donc il y a de l'électricité qui est disponible pour les consommateurs. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va envoyer un ordre de délestage, donc un ordre de marche ou d'arrêt. Délestage, on arrête, et puis relestage, on va redémarrer les consommateurs aux heures qui nous intéressent. Et donc, les heures creuses pour l'électricité, c'est ce principe-là. Donc, on utilise un intermédiaire pour ce faire qui s'appelle le compteur d'électricité. Donc, en fait, le distributeur va envoyer un ordre au compteur d'électricité qui lui-même va être branché, dans l'exemple que nous prenons ici, sur un ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude va se mettre en route, par exemple à 23 heures, si le début des heures creuses sur cette région pour ce site-là est à 23 heures, et il sera automatiquement coupé, délesté, par exemple à 7 heures du matin,
pour laisser place aux autres usages en particulier de production. Voilà. Voilà un exemple où on a programmé l'équilibre entre la production et la consommation. Alors, à présent, nous, dans notre cas, comment est-ce qu'on peut faire pour agir, pour avoir, on va dire, des pratiques qui soient saines et économes des ressources naturelles? Eh bien, ce que l'on va faire, on va s'attaquer en premier lieu à la consommation d'énergie inutile. Alors oui, effectivement, réduire la consommation d'énergie inutile, ça paraît intéressant. On va regarder ça un petit peu plus en détail pour voir comment on peut le réaliser. Alors tout d'abord, c'est quoi la consommation d'énergie inutile? Ben, c'est celle qui est dépensée alors que nous pourrions très aisément nous en passer. Quelques exemples très classiques, hein. Il y a des lumières qui sont allumées alors qu'il fait jour, du chauffage qui fonctionne l'été alors qu'il fait chaud, et puis tous les appareils, les équipements qui fonctionnent, on appelle ça en veille, mais en fait qui sont en fonctionnement permanent, même si leur usage n'est pas nécessaire en permanence. Alors tout ça pour arriver à le contrôler hein, au niveau d'un territoire, évidemment, c'est pas aussi simple que d'éteindre un interrupteur, hein, d'éteindre la lumière avec l'interrupteur. Et pour ça, on a besoin de mettre en place un système de mesure. Donc, on va mesurer en fait ce qui se passe dans cet environnement. Alors là, vous avez un exemple. On va mesurer le taux de CO2, qui bien sûr est important en termes de qualité de l'air et puis de santé des occupants quand on parle d'un bâtiment et aussi à l'extérieur. D'ailleurs, on le mesure. Ce qui est intéressant, c'est que on a des courbes, vous voyez, là on représente en fait une mesure en particules par million de CO2 du lundi au dimanche à l'intérieur d'un bâtiment. Difficile à lire pour un humain. Maintenant, nous avons des moyens qui permettent justement de tenir compte de ces mesures. Donc ça, c'est pour la mesure de l'environnement en CO2. Un autre exemple, c'est simplement la mesure de la température extérieure. Évidemment, c'est un paramètre essentiel de notre vie quotidienne dont il faut avoir connaissance. Alors, vous voyez ici, c'est exactement la même période. On a pris une semaine, hein, du 1er au 7 avril dernier. Donc, on commence le lundi. La nuit, la température est basse et puis elle monte la journée. Et vous voyez qu'on peut avoir des écarts de température très important. On était au début du mois d'avril. Là, c'est en Île-de-France, cette mesure. Vous voyez qu'on passait de 17,5, donc 18 degrés la journée, à 2 degrés la nuit du mercredi et du jeudi. Voilà. Donc, effectivement, nous allons réagir à un certain nombre de paramètres d'environnement qui vont nous permettre de comprendre comment nous pouvons améliorer notre usage de l'électricité. Et l'usage de l'électricité, on va le lire directement sur un compteur d'électricité. Nous avons la chance d'avoir ces compteurs qui sont installés, on va pouvoir les utiliser. Et on utilise pour cela une courbe qu'on appelle la courbe de charge et qui va nous aider pour identifier des consommations inutiles et donc les réduire. Voilà. Alors ici, la représentation, c'est toujours la même semaine. On avait du CO2, on avait de la température extérieure. Là, on a une courbe qui est fournie par le compteur qui mesure la puissance active, donc électrique, hein, au compteur, à chaque pas de 10 minutes. Donc vous voyez l'échelle sur la gauche, hein, c'est un bâtiment tertiaire, un immeuble de bureau. On va jusqu'à une centaine de kilowatts qui sont appelés par les appareils, donc de l'éclairage, de l'informatique, une pompe à chaleur, bref, tous les équipements, tous les consommateurs d'électricité du bâtiment. Alors, ce qu'on va faire, on va identifier, en fait, on va essayer d'identifier les consommations qui sont inutiles. On va commencer tout d'abord par, on a parlé des équipements qui sont en veille, et bien en bas, ce qui est allumé en permanence, c'est ce qu'on appelle le talon de veille. Donc, ce sont tous les équipements qui fonctionnent en permanence. Donc, on a une question simple à se poser, c'est que est-ce qu'effectivement tous les équipements qui fonctionnent en permanence ont une bonne raison de le faire? Donc, ça, c'est la première
identification. La deuxième, c'est l'inoccupation. Si je parle d'un bâtiment, évidemment, il y a des périodes où j'ai de la consommation d'énergie importante, or, j'en ai pas l'usage. Donc, il faudra se poser la question et de voir de quelle manière on peut réduire la consommation d'énergie pendant ces périodes d'occupation. Et puis, la troisième, c'est ce qu'on appelle les pointes. Les pointes, c'est tout ce qu'on peut délester, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que l'on peut arriver à appeler un petit peu moins d'énergie à certaines heures de la journée, à les décaler dans le temps afin de réduire donc notre puissance appelée instantanée. Alors ça, vous le comprenez, c'est très important parce qu'effectivement, les moyens de production sont dimensionnés en fonction de la puissance maximum appelée. Et les contrats d'électricité sont aussi calibrés par rapport à cette puissance maximum. Donc les réduire, délester, réduire les pointes, c'est un exercice qui est extrêmement important. Alors c'est bien de voir tout ça, de le mesurer, mais maintenant il faut passer à la phase d'action. Comment est-ce qu'on peut agir? Alors, il se trouve que maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, on met en place des outils pour pouvoir maîtriser ces consommations. J'en ai cité quelques-uns ici. L'intérêt, c'est que bien souvent, ces moyens existent. Ils sont peu ou pas utilisés, mais ils sont existants. Donc, on va avoir une horloge de programmation qui va mettre en route ou arrêter, on parlait tout à l'heure d'un ballon d'eau chaude, mais ça peut être tout équipement, par exemple, de l'éclairage. On a du thermostat programmable pour le chauffage comme pour le rafraîchissement. On a tous les automatismes du bâtiment qui sont disponibles et qu'on peut programmer. Alors, ça demande une certaine technicité, comme les GTC et les GTB. Donc, tous ces équipements aujourd'hui sont disponibles. Un certain nombre de bâtiments en disposent. Il faut les utiliser et les exploiter. Alors pourquoi? Parce que ça nous permet de réduire ces consommations inutiles et avec un objectif que nous vous proposons d'expérience. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces consommations inutiles, on les a mesurées, on sait les quantifier. La première étape, c'est de se dire, est-ce qu'on peut diminuer de moitié ces consommations inutiles, donc les effacer sans moyens supplémentaires? Alors, évidemment, ça apporte des intérêts. Alors, premier intérêt, c'est effectivement financièrement. Bien sûr, ça vous coûte moins cher puisque vous vous arrêtez de payer pour de l'énergie qui ne sert pas à grand-chose. La deuxième chose, c'est que l'énergie inutile, quand vous ne la consommez plus, personne ne s'en rend compte. Il n'y a pas d'inconfort pour les utilisateurs, les consommateurs, les occupants, quand on supprime une consommation d'énergie inutile. Et puis, troisième point, c'est quand même notre objectif, ça permet de réduire directement, immédiatement, une consommation d'énergie. Donc, si on fait tous cet exercice de réduire de 50% l'énergie que nous consommons et qui est inutile, il y aura un impact direct et important sur notre consommation globale et donc sur nos moyens de production et donc sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont nées de nos activités. Alors, on va prendre un exemple concret parce que nous approchons de la saison chaude, de l'été 2018 qui a été caniculaire dans certaines régions et à certaines périodes de l'été. Là, nous avons repris en fait le graphe qui présente les températures intérieures et extérieures qui ont été mesurées au mois d'août 2018. Alors là, ce sont des températures réelles dans un bâtiment. En rouge, ce sont les fluctuations de la température extérieure du matin au soir. Donc, chaque petite pointe que vous voyez, c'est un pic de température. Vous voyez qu'on est monté au-delà des 30 degrés Celsius. Alors là, on parle de température extérieure mesurée à l'ombre, bien évidemment. Il faisait beaucoup plus chaud encore au soleil. Mais à l'ombre, on voit qu'on est monté à plus de 30 degrés et on est descendu au mois d'août, la nuit, à moins de 10 degrés. Et puis en vert, vous avez la température intérieure. Température intérieure mesurée avec des fluctuations qui sont moindres, bien évidemment, parce que le bâtiment a une certaine inertie thermique. Donc, quand ça chauffe à l'extérieur, ça chauffe un peu moins rapidement à l'intérieur. Et quand ça refroidit le soir, ça refroidit un peu moins
également à l'intérieur. Juste pour rappeler un des procédés qui s'appelle le free cooling, qui consiste à faire rentrer de l'air de l'extérieur, de le faire rentrer à l'intérieur du bâtiment la nuit. Il est plus frais, comme on va le voir, si vous faites rentrer de l'air à 10 degrés la nuit, il va rafraîchir, renouveler l'air et rafraîchir évidemment le bâtiment, donc faire descendre la température intérieure. Donc la réglementation impose de ne pas soumettre des personnes qui vont travailler à une température intérieure supérieure à 26 degrés. Donc, là, il faut des mécanismes de rafraîchissement. Et puis, on a mis l'extérieur, le 19 degrés, c'est juste pour rappeler que le seuil pour le chauffage, il est de 19 degrés. Donc, vous voyez, on est à 19 degrés à supporter l'hiver, dans les périodes les plus froides, et 26 degrés aux températures et aux périodes les plus chaudes l'été. Voilà pour cet exemple, pour montrer qu'effectivement, si l'on mesure, on peut surveiller et on peut agir efficacement tout en conservant, et ça c'est important, tout en conservant le confort attendu et nécessaire pour les occupants. Voilà. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous rappelle donc que c'est le 22 avril 2019. Donc que chacun se mobilise ce lundi pour participer à la journée mondiale de la Terre. Et il me reste à vous remercier de votre attention pendant cette présentation. Donc, nous allons prendre maintenant quelques questions qui nous ont été posées sur le chat et par email, et puis y répondre directement. Alors, la première question, comment retirer les énergies inutiles en veille sans perturber les appareils qui sont énergivores, les éventuels redémarrages? Alors, comment retirer les énergies inutiles la veille sans perturber? Là, je ne comprends pas bien, je vous avoue, la question. Alors, les énergies, en veille, comment les retirer? En fait, il s'agit généralement, il s'agit soit d'arrêter. Alors, je vais prendre un exemple que nous avons vécu avec des bureaux et des ordinateurs. Bon, il y avait un nombre important d'ordinateurs qui étaient laissés en fonctionnement permanent, y compris la nuit, y compris les week-ends, simplement parce que c'est plus simple de partir et de laisser allumer son ordinateur. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons directement programmé, donc ça c'est l'informatique qui peut le réaliser, l'arrêt des ordinateurs. On peut à distance, sur le réseau de l'entreprise, arrêter et donner un ordre d'arrêt de l'ordinateur, donc il s'éteint complètement, et nous pouvons le matin, si c'est nécessaire, donner un ordre pour rallumer directement ces ordinateurs. Alors, la GTC et la GTB sont intégrés dans nos programmes sur les opérations de construction et de rénovation, mais le suivi est hélas peu utilisé et exploité. Il faut sensibiliser les services à déployer les mesures des données permettant de réduire les consommations. Alors ça, c'est un point effectivement très important et que nous voyons pratiquement systématiquement avec les bâtiments neufs ou récents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a livraison du bâtiment, il y a livraison des outils, donc le GTC, GTB pour la gestion technique du bâtiment, sur les opérations de construction et de rénovation, mais la prise en main de ces outils, chacun de ces outils demande un niveau de technicité, de formation indispensable pour pouvoir les maîtriser. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il nécessite également des procédures
qu'effectivement, l'outil en lui-même, c'est comme un ordinateur. En fait, ce sont des ordinateurs. Il faut les programmer. Et il faut les programmer non seulement à la livraison de l'équipement, mais quand on livre le nouvel équipement, bien sûr, on ne connaît pas encore son fonctionnement réel. On le connaît en théorie, hein, avec les notes de calcul que les bureaux d'études ont pu produire, mais on ne le connaît pas en réalité. Donc, il faut être capable de réagir, donc de suivre effectivement les mesures qui sont fournies par cette GTB, suivre ces mesures et intervenir, modifier, reprogrammer à chaque fois que c'est nécessaire. C'est extrêmement important pendant toute la première année de vie du bâtiment parce que évidemment, il va vivre, il va évoluer, il va être occupé, il va être utilisé et donc c'est à ce moment-là qu'on doit, on doit le faire fonctionner et malheureusement, trop souvent, on a des consommations, donc des factures qui sont supérieures à ce qui a été prévu. Et ce n'est pas la faute du matériau qu'on a pu utiliser, mais souvent c'est simplement l'usage qu'on en fait qui n'est pas maîtrisé, contrôlé et surtout réadapté au fur et à mesure des saisons à l'usage réel qui en est effectué. Alors ensuite, les thermostats connectés nous permettent d'obtenir une gestion de chauffage pour les particuliers. Alors oui, effectivement, nous avons traité essentiellement du domaine professionnel, hein, donc de l'entreprise, de la collectivité locale, des universités, mais bien sûr, exactement les mêmes procédés existent, hein, les mêmes techniques existent dans les logements. Vous avez aujourd'hui la majorité des logements en France qui sont livrés avec du chauffage électrique et sont livrés avec des thermostats programmables qui doivent permettre de maîtriser les consommations. Avec des pompes à chaleur, c'est exactement le même principe. Avec des moyens de production, il y a de plus en plus de moyens panneaux solaires photovoltaïques. Là aussi, vous avez un compteur et donc la possibilité de suivre la production. Tout ceci, tout ce qu'on a dit pour le domaine professionnel peut s'appliquer dans le domaine personnel, évidemment. Alors, je continue. Alors, quels sont les résultats obtenus? Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Effectivement, nous avons mis un objectif sur ces consommations inutiles. Évidemment, tout dépend du point de départ. Si nous sommes dans un bâtiment, par exemple, extrêmement sobre et bien géré, il y a peu d'économies à la clé. On le comprend. C'est comme un conducteur automobile qui conduit de manière très souple, sans accélération brusque. Évidemment, lui, l'économie n'est pas importante si on met en place des mesures de conduite adaptées. Bon, mais la réalité, c'est que bien souvent, et encore bien trop souvent, les dépenses d'énergie, les consommations d'énergie sont très supérieures à ce qu'elles pourraient être une fois optimisées. Alors maintenant, sur votre question sur les résultats que l'on obtient, si je prends un exemple moyen, hein, je veux dire que si je prends 30% de l'énergie qui est consommée l'est de manière inutile. C'est le tiers de la perte dont on parlait tout à l'heure. Et si j'arrive à réduire de moitié cette consommation, donc vous voyez qu'on peut faire 15% d'économie sur la facture d'énergie sans faire surtout d'efforts très importants et sans faire de gros investissements. Et bien entendu, si on est dans une démarche vertueuse, une fois qu'on a réalisé ces économies, à ce moment-là, on peut réinvestir dans de l'isolation, dans des travaux sur la toiture, toiture végétalisée par exemple pour amener un petit peu de fraîcheur l'été s'il fait trop chaud. C'est une alternative ou un complément au système de climatisation et de rafraîchissement, hein, d'ajouter de la production, hein, d'électricité locale. Voilà, donc faire des économies, ça permet aussi d'avoir des capacités ensuite d'investir, rentrer dans un modèle vertueux, on investit, on réduit son consommation, on produit plus propre et ainsi on réduit notre empreinte carbone.
Alors, la température, vous posez, comment est-ce qu'on mesure la température? Pour faire simple, hein, alors effectivement, la mesure de la température, c'est, je dirais, la mesure de base dans le bâtiment pour maîtriser la consommation. Vous trouvez des sondes de température dans le commerce qui amènent une précision, on va dire, suffisante au moins pour partager entre les occupants une mesure objective. Parce que c'est bien là le point important, c'est que nous sommes avec des collègues autour de nous, il faut être d'accord au moins sur ce que l'on mesure et ce que l'on ressent. Hein, ce sont les deux paramètres. Donc, vous avez des thermomètres simplement que vous pouvez lire. Il y a des sondes, il y a des enregistreurs de température que vous pouvez poser dans un bâtiment et puis revenir rechercher et puis ensuite télécharger sur un logiciel les courbes qui ont été mesurées. Vous avez des systèmes plus évolués de télérelève. On a parlé des GTB. Il y a souvent, voire toujours, des sondes de température intérieure, extérieure, des sondes de température de l'eau chaude sur les réseaux de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Donc là aussi, ce sont des moyens. Et aujourd'hui, avec l'Internet des objets, on a une foultitude de possibilités de télérelève qui permettent d'avoir cette mesure et ce suivi en continu des mesures de température dans le bâtiment. Alors, peut-on éviter d'installer une clim? Alors ça, c'est une question qui va être de plus en plus compliquée parce qu'il y a une pression, on va dire, pression sociétale, si je peux dire. On voit bien qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité l'été, elle augmente plus rapidement que ce qu'il serait raisonnable de faire. Et pourtant, on ne peut pas laisser des personnes à 35 degrés dans un bureau pour travailler. Donc, il y a une vraie difficulté. Bon, comme je le disais, il existe des moyens. Il faut se renseigner auprès des ADEME, de l'ADEME, pardon, et de toutes les agences sur le climat pour trouver des solutions qui peuvent être adaptées à chacun des bâtiments. Là aussi, c'est de l'investissement, mais si j'ai fait des économies sur mes consommations inutiles, j'ai un petit peu de marge de manœuvre qui me permet peut-être d'investir sur des moyens de rafraîchissement plus rationnels, plus raisonnables et plus responsables vis-à-vis de la planète. Voilà, nous arrivons au terme des 33 minutes de ce webinaire, 33 minutes pour la planète, consacré à la journée mondiale de la Terre du 22 avril 2019. Il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe du Zéro Water, remercier une nouvelle fois de votre attention et de vous inviter à une prochaine édition de nos webinaires 33 minutes pour la planète. Voilà. Merci. Au revoir.